Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Bon matin. En présentiel aujourd'hui, comment allez-vous? ça va très bien. Oui, Jean-Nic. C'est réciproque? Oui, absolument. Et à quelques heures seulement de la première de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, un peu d'excitation, messieurs? Bon, tranquillement, pas vite un peu, là. Une petite affaire? Pas vraiment. Non, toi, on le sait, toi, ça t'a jamais vraiment touché. Moi, je vais dire, quand je suis allé voir Avengers, je disais, je vais voir le nouveau film de Josh Whedon. Là, ça a mal vieilli, cette référence-là. Mais là, je dis, je vais voir le nouveau Sam Raimi. Fait qu'il y a ça qui m'excite, mais à part ça. Ouais, j'ai hâte de voir, les critiques sont sorties, puis à ma grande surprise, c'est pas tant positif. Ça m'a un peu surpris. J'ai l'impression que c'est l'effet, le shadowing de No Way Home. No Way Home, tu penses que les gens étaient trop excités sur No Way Mais Home? pas juste ça, c'était déjà du multivers, donc... Ouais. D'ailleurs, j'ai réécouté No Way Home avec les enfants cette semaine pour me rendre compte rapidement que ça va mal vieillir, ce film-là. Hein? Pas juste ça. Moi, j'ai beaucoup aimé dans des vidéos qu'il y a eu sur Internet où ils disent, là, le moment où Tobey Maguire et Andrew Garfield arrivent, qui a été tout seul dans son salon, ça n'a pas le même effet qu'avec 350 personnes dans la salle de cinéma. Ça a zéro le même effet, puis je te dirais même que c'est un peu ridicule à la limite. Ça va vraiment mal vieillir, je vous avertis, là. C'est pas un film qui va très très bien vieillir, puis c'était super le fun pour les fans, pour le moment où t'étais là, comme une série télé où tu découvres quelque chose d'extraordinaire, mais dans 10 ans, là, tu vas réécouter ça, puis ça va être un épisode parmi une grande série télé qui est le MCU. Peux-tu m'expliquer pourquoi on entend des oiseaux en ce moment? Ben, je vais te dire, notre prochain invité sont des oiseaux qu'on reçoit. Donc, c'est une blague. Évidemment, aujourd'hui, on fait un petit épisode spécial. On vous avait promis qu'on allait discuter avec Jake, qui est notre ami, notre dieu, notre maître à penser. Jake, bonsoir. I am your god. Bow before me. Are you a god? Hey, non, merci les gars de m'inviter. Pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Puis j'avais hâte de jaser avec vous autres. Hey, je suis content. Je suis vraiment content que tu sois là. Puis évidemment, on attend toujours les occasions spéciales. On te piège tout le temps pour te recevoir dans le podcast. On sait que tu es avec les mystérieux la plupart du temps, mais là, on réussit une fois de temps en temps à tricher. Et là, ben, je suis convaincu que tu as écrit ta première bande dessinée originale juste pour nous parler. Oui, exactement. C'était ça mon plan dès le départ. Hey, si je pouvais passer aux injustes, comment je fais? Faut que je me trouve Écrire une une nouvelle manière. BD, m'a contacté Glenna. Ça devrait bien se passer. Tu vas me donner tout l'ouvrage d'écrire une BD juste pour pouvoir parler aux trois gars du Saguenay. Hey Jake, ça me fait plaisir. Écoute, on a eu l'occasion de mettre la main sur ton bouquin, de le lire et même dans mon cas, de le relire. Écoute, ma première question, c'est vraiment simple. Là, c'est sur une échelle de 100, à combien c'est toi et ta blonde dans le livre? 100 étant le plus véridique. 100 étant, c'est toi et ta blonde. Il y aurait peut-être 40%, mettons. Ah, 40, c'est généreux, c'est généreux. 30-40. 30-40%. Mais sans blague, je vais juste refaire un peu l'histoire de la bande dessinée. Là. Comment ça a commencé, cette belle aventure-là? Puis comment ça t'est venu, l'idée de Chanson Noire? Ouais, ben évidemment, c'est à cause d'Alice, la BD que j'ai faite juste avant avec Patrick Sénécal. Puis c'est que j'étais en train de la terminer, puis j'ai eu un appel de Glenna. Puis au début, je pensais que c'était une joke. Puis finalement, à force de parler avec la personne, j'ai fait « Ah non, OK, je suis en train de parler à quelqu'un qui travaille chez Glenna. » Pour vrai. Puis en gros, ce qu'eux me disaient, c'est qu'ils étaient comme « Ben, on a vu un peu ton travail sur Alice, même si c'est pas sorti encore. Puis ben, pour ton prochain projet, on sait pas c'est quoi, mais t'es un éditeur. On veut l'éditer. » Fait que là, c'est extrêmement flatteur, tu sais, puis j'en revenais pas. Fait que là, j'étais comme, OK, mais je sais pas quoi faire. Puis, c'est un peu ma question, Jake. Oui, c'est flatteur, sauf que ça n'a pas créé genre un stress, mettons que t'avais comme pas d'idée de base ou... Ouais, exact, c'est ça, c'est que, tu sais, je savais pas trop, puis au début, en fait, eux m'ont dit, ben, tu sais, tu peux faire ce que tu veux, mais nous, on a des scénaristes ici aussi qui font dans l'horreur, fait qu'on pourrait te teamer avec quelqu'un. Puis finalement, tu sais, après, moi, je me suis juste dit, regarde, je vais finir Alice, puis on en jasera après. Fait qu'on s'est recontacté, puis en gros, comment que ça fonctionne, Glénat, c'est que Glénat, c'est une maison d'édition française, mais moi, j'ai été édité par Glénat Québec, qui est comme une division de Glénat France. Puis, il y a possibilité de juste être publié au Québec, mais il y a aussi l'autre possibilité d'être distribué en France. Mais pour ça, il faut comme que Glénat France soit intéressé par le projet.
Puis ce que mon éditrice de l'époque m'a dit, c'est, tu sais, si t'écris une histoire de zombie qui se passe à New York, ben, les Glénat France, là, ils en ont plein d'opportunités de publier des trucs de même. T'sais. Ils ont des Américains qui vont lui faire des pitchs, ils ont des Italiens, des Français, whatever. Mais si tu écris quelque chose qui se passe au Québec ou qui tourne autour de la culture québécoise, ben là, tout de suite, tu te distingues. Parce que pour eux, ça devient quelque chose de plus unique que, en théorie, seul un Québécois ou une Québécoise pourrait faire comme histoire. Question rapide comme ça, quand on te dit ça, qu'en intégrant de la culture québécoise, c'est plus facile, ton livre se passe dans les années 70, coudonc, es-tu en train de nous dire que dans les années 70, on était au top de l'identité québécoise? Le pire, c'est que j'ai même pas pensé à ça, mais ben oui, probablement. Probablement que c'était dans mon subconscient. Fait que, dans le fond, je suis parti avec l'idée de, OK, il faut que ça se passe au Québec. Puis ensuite, ben, ça n'a même pas rapport avec le projet de BD, mais je jasais avec ma blonde, puis je disais comment que j'aimais pas Harmonium, tu sais, puis que je trouvais que c'était poche. C'est que moi, dans le fond, ce que je connais d'Harmonium, c'est juste les tunes de Saint-Jean, puis tu sais, je trouvais que c'était un band de vieux mononcle et tout. Puis là, ma blonde qui me regarde, qui me dit, OK, t'as jamais écouté Leptade, là? Non, je sais pas c'est quoi, tu sais. Puis elle me fait découvrir cet album-là qui est vraiment incroyable, tu sais. Puis à travers Leptade, que j'ai réécouté plein de fois depuis, ben il y a des segments symphoniques. Puis ces bouts-là, j'avais comme des flashs visuels, puis je mixais ça avec justement l'époque des années 70, mais aussi tu sais, la commune, les sectes, je pensais à Charles Manson, Moïse Thériault, ce genre d'esthétique-là. Puis j'ai comme juste eu un flash d'un éclipse. T'sais. Fait qu'au départ, c'était juste ça. Mais j'ai fait, ben là, ça se passe au Québec, ça serait un peu de l'horreur psychédélique, LSD, années 70, horreur cosmique, je sais pas. J'avais comme déjà des morceaux de puzzle, puis là, après ça, il fallait juste l'assembler ensemble. Puis là, c'était le gros défi. Fait que là, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit, ouais, finalement, on a trouvé une couple de dessinateurs avec qui tu pourrais travailler, ça t'intéresse? Puis je dis, ben, ça te dérange pas, j'aimerais mieux te proposer un projet que j'écrirais moi-même. Elle a fait, ah oui? Puis là, j'avais prévu le coup. J'ai juste montré, comme les premières images de développement, puis j'ai raconté rapidement mon histoire, puis elle a fait comme, OK, c'est bon, c'est ça qu'on fait. Et c'est devenu Chanson Noire. Mais Jake, une petite question. À quel moment tu as décidé d'inclure le couple de façon aussi importante dans ton histoire? Parce que tu as parlé du côté Lovecraftien, horreur, tout, mais vraiment, ton histoire est centrée au niveau d'une relation. Puis ça, à quel moment dans ton processus tu as décidé de s'inclure dans ton histoire? Ben, c'est venu assez vite parce que quand j'ai décidé d'écrire moi-même, dans le fond, j'étais super insécure. Puis je me suis vraiment trop pris au sérieux, là. Fait que j'ai tout lu les livres que je pouvais lire sur l'écriture, dont On Writing de Stephen King. J'ai lu le livre d'Alan Moore. J'ai lu, comme Story de Robert McKee. Je me suis inscrit à des masterclass. Puis, tu sais, une des choses qui revenait tout le temps à travers tous ces ouvrages-là, c'était faut que tu écrives de quoi qui est vrai. T'sais. Puis l'autre chose, c'est personne n'a peur du monstre, mais les gens vont avoir peur pour des personnages qui s'en foutent pas. T'sais. Pour des personnages auxquels ils s'identifient. C'est exactement ça qu'on sent dans ta bande dessinée. T'sais, les personnages, on les sent vrais. Puis souvent en écriture, il y a comme des dictons qui reviennent. Il faut écrire sur des choses qu'on connaît. Il ne faut pas essayer d'embarquer. Je sais pas, écrire un médecin quand tu n'as aucune idée de la médecine. Se coller avec des choses qui sont proches de notre réalité. Puis je pense pas pour rien qu'Alan pose la question. On sent que les personnages te sont très, très proches. Ouais. Puis au Québec, le couple, c'est quand même quelque chose dans lequel il y a toujours eu du succès, que ce soit à la télé ou dans l'écriture. On dirait qu'on se reconnaît dans nos relations de couple au Québec. Ben moi, honnêtement, je pense que c'est plus universel. Mais t'as raison que, peut-être que si j'avais grandi en Corée du Sud, je l'aurais approché différemment, là, mais c'est vrai que le couple, c'est universel. On peut tout, de loin ou de proche, relater à ça. Puis, pas le boire de la sève d'arbre puis avoir une orgie dans une grande fête païenne. Régulièrement. Tout le temps, un petit dimanche, là. C'est le même que j'appelle ça, moi. Un petit dimanche après-midi.
J'ai reconnu mon voisin, d'ailleurs, dans le personnage d'Éloi, c'est ça son nom? Voyons, Chris, y a-tu vu mon voisin aussi? Ou... Une petite question, là, parce qu'on ne gênera pas le BD, ça fait pas de temps qu'elle est sortie, on spoil nous autres ici. Le bout du chien, tu sais, ça s'est beaucoup fait parler. Y a-t-il arrivé un moment, depuis dernièrement, est-ce que tu l'as plus regretté qu'avant ou tu l'acceptes totalement? Je l'accepte totalement, je pense. Attends, il y a eu une controverse du chien? Ben, c'est parce que la cruauté animale, elle passe toujours des fois bizarre. C'est pour ça que je pose la question. Hein, moi, j'ai trouvé ce moment-là tellement intense. C'est probablement le moment qui m'a donné le plus de frissons de par la façon dont c'est dessiné, la façon dont c'est écrit, le jeu de lumière, puis le personnage que tu te dis, OK, c'est-tu genre l'élément qui va faire en sorte que là, la folie va prendre le contrôle du reste de l'histoire? Puis au contraire, moi, j'ai trouvé ce moment-là très, très fort. Ouais, puis tu sais, c'est mon chum, Johan Carl, dans RKSS, qui m'a dit, tu sais, au cinéma, tu as le droit de tuer du monde, tu as le droit de tuer des adultes, tu as le droit de tuer, à la limite, des vieux ados, il n'y a pas de trouble. Tu tues des enfants, ça commence à être risqué. Tu tues un animal, surtout un chien, là, c'est un flop. On va te refuser partout. Puis là, j'étais comme, Fait que moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est... Tu peux tuer un chien. C'est ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai au Québec. La guerre des tucs est un succès. Ouais, c'est vrai au Québec. Oui, Cléo, pauvre Cléo. Ouais, puis on est encore tous traumatisés, d'ailleurs. C'est là que la preuve que tu vas traumatiser toute une génération, Jake. Mais mon chien de jeunesse s'appelait Cali. Puis je m'en suis pas encore remis. J'avais comme des enjeux émotionnels personnels en regardant ça. Ben, j'en ai que c'est malade parce qu'il y a une raison pourquoi ce chien-là s'appelle Cali, c'est que mon chien de jeunesse s'appelait Cali. Malade. C'est fou. Puis tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est un nom assez peu commun. Ben, effectivement, c'est pour ça que c'est 2 fois plus surprenant. On va vous marier, messieurs. Vous êtes des maris cosmiques. Des frères cosmiques. Des frères cosmiques. Exact. Dis-moi, Jake, tu as beaucoup fait référence à Lovecraft. Je dois me confesser, moi, j'ai été initié il n'y a pas si longtemps par Alan grâce au superbe manga de Gutanabe. J'avais jamais véritablement tenté d'en lire. J'en ai beaucoup entendu parler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont inspirés de ce grand maître de l'horreur-là. C'est correct, c'est une chose, là. Mais c'est vrai que j'en ai reconnu un peu. Mais pourquoi avoir choisi cette inspiration-là pour un premier projet? Pourquoi être tombé dans l'horreur? Puis surtout, un peu le Lovecraft. Pourquoi? Ouais, ben, c'est que, dans le fond, moi, j'ai découvert Lovecraft il y a pas si longtemps que ça non plus. Ça fait peut-être un petit peu plus longtemps que toi, là, mais ça fait peut-être, mettons, 7-8 ans environ. Puis c'est à travers le jeu vidéo Bloodborne, qui est un chef-d'œuvre. Mm-hmm. Puis à cause de ça, ben, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver là, dans des librairies usagées de Lovecraft. Fait que finalement, je n'ai lu pas mal. Puis une des affaires que je trouvais les plus intéressantes, c'est que on a souvent, dans nos contes, dans nos histoires, que ce soit horreur ou whatever, la notion du bien et du mal. Puis moi, ce qui me faisait capoter dans Lovecraft, c'est l'indifférence. C'est que ces créatures-là ou ces êtres-là, pour eux, on n'est absolument pas important. De la même manière que nous, on check des fourmis, ben, on est peut-être en train de détruire une civilisation juste en marchant, puis on le sait même pas. T'sais. Puis ça, je trouve que c'est bien plus terrifiant que, mettons, un méchant vampire qui veut te manger ou, le démon, la sorcière, les esprits. Exactement, t'sais. Fait que c'est de là que c'est venu, puis aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui vient... Il y a quelque chose, genre, qui est philosophique là-dedans, tu sais, c'est la fameuse phrase de Nietzsche, tu sais, regarder l'abysse, là, puis de voir le vide, puis de te sentir insignifiant à travers ce vide-là. Puis il y a aussi l'autre affaire qui est dans Lovecraft, notamment dans Call of Cthulhu, qui est pas ces esprits-là, mais ces entités-là ont une force qui est comme d'une autre dimension, puis qu'on peut percevoir à travers nos rêves. Fait que là, tu sais, j'étais comme, c'est de même qu'on réussit à les percevoir, c'est à travers les rêves, puis là, tu sais, moi, j'aime bien ça illustrer ce genre de trucs-là. C'est la folie qui s'ensuit, hein. C'est que ces êtres-là sont tellement anciens, tellement mythiques, tellement d'une autre dimension, d'une autre vibration, que dès que l'être humain est en contact avec ça, et ça te permet de faire des pages qui sont superbes, Jake, on dirait que là,
c'est l'antre de la folie pour ne pas, dire autre Parlant chose. de ces pages-là, tu l'as remercié en préface de ta bande dessinée, puis je sais que tu disais beaucoup de Berserk aussi à l'époque. Kentaro Miura apparaît un peu partout. De toute façon, rien que l'éclipse qu'on voit, là, on sent direct le lien. Même l'arbre sous l'éclipse, on dirait le God Hands aussi. Là. Ben, man, c'est malade. Puis je trouve ça tellement cool quand le monde se rend compte de ça, parce que il n'y a rien de plus loin de Berserk que Chanson Noire. Ben moi, Berserk. écoute, je veux pas laisser Alan avoir tout le spotlight des références. Moi, j'ai vu beaucoup de Martine à la plage aussi. Ouais, c'est ça. Dans ce livre-là. Oublie pas le bout de la matrice que tout le monde est branché dans l'arbre. Le bout de la matrice, le bout de Martine à la plage et un peu aussi là, de Babette en Espagne, qui est un excellent livre. Mais oui, c'est toutes des influences extrêmement importantes. mais c'est malade parce que il y a des références directes à Berserk. C'est juste qu'on est tellement loin du style d'histoire. Il y en a une qui est un dark fantasy médiéval, puis moi, c'est un couple dans les années 70 au Québec, t'sais. Mais l'éclipse, ça vient de là à 100%. Là. Je vais t'amener quelque part, Jake, là, puis ça fait un lien avec ce que tu viens nous raconter, puis tu sais, le Bloodborne qui t'a apporté à Lovecraft, parce que moi, tu sais, la Lune, clairement, ça m'a fait penser à Berserk, mais genre, ce que j'ai le plus pensé, là, je suis pas un gros gamer, mais j'aime beaucoup les jeux de From Software. Puis j'ai terminé presque en même temps que je disais ta BD, Elden Ring, qui est leur dernier jeu. Puis au centre de ce jeu-là, il y a comme deux thématiques super importantes. L'arbre, qui est comme, tu sais, les possibilités, la vie qui représente, tu sais, les forces divines dans le jeu. Puis, comme la grande opposition à ça, c'est l'espace, ce qui vient d'ailleurs. Tu sais, ils ont un côté super Lovecraftien. Puis j'étais là, c'est malade, parce que genre, t'es exactement dans ces deux thématiques-là. C'est tellement puissant, tu sais, l'arbre avec ses racines, avec les choix des personnages, puis la lune qui vient influencer ça. On dirait que c'est genre, on dirait que t'étais connecté. Je sais pas si t'as. Mais tu sais, c'est comme impossible parce que le jeu est trop récent. Mais le chemin des créateurs de From Software t'a amené. Ce que Jean-Nic essaie de te demander, Jake, là, c'est vas-tu recevoir une poursuite dans les prochaines semaines? Non. Parce que c'est rien qu'une parenté. C'est comme des grandes idées comme ça qui finissent par se rejoindre. Moi, je trouve ça fantastique. Non, on l'accuse formellement de plagiat. Ben oui, mais finalement, je le trouve pas si bon que ça, ton album, Jake. Fait que, écoute, on va. Non, mais le pire, c'est que Dark Souls, j'ai pas joué à Elden Ring encore, puis j'ai bien hâte, là, mais j'attends d'avoir un PlayStation 5, c'est-à-dire, je vais sûrement jouer dans 7-8 ans, mais j'attends d'en avoir un, puis c'est sûr, je vais me plonger là-dedans. Tous mes chums ont joué, puis ils capotent, puis il paraît que c'est extraordinaire. Mais j'ai joué à toutes les autres Souls games, tu sais, Bloodborne, Dark Souls et même Demon Souls avant. Puis, c'est dans le fond, c'est pas tant ça qui m'a influencé comme ça revient à Berserk. Les jeux de Souls sont vraiment fortement inspirés de Berserk. Oui. Donc, je pense que c'est plus qu'on avait la même inspiration que j'ai essayé de faire quelque chose comme Dark Souls. Je veux qu'on parle un peu du dessin, parce que moi, c'est ce qui me fascine. Là. Lors de ma deuxième lecture, je me suis vraiment attardé à ton art, puis ça a l'air d'être fait sur des toiles, c'est quoi la technique que tu as utilisée? Tu as fait ça sur papier, numérisé, sur tablette? C'est quoi la technique que tu as utilisée? Ouais, c'est que dans le fond, après Alice, c'était la première BD que je faisais de manière traditionnelle. Puis, donc, encre de Chine, aquarelle, etc. Puis après Alice, j'étais comme, je referai plus jamais une BD de manière digitale parce que j'ai eu trop de fun. J'ai vraiment eu trop de fun à travailler de même. Puis l'odeur de l'encre. Puis, tu sais, le mouvement du crayon sur le papier, j'ai bien gros trippé. Puis là, pendant la pandémie, au début, je me suis acheté un iPad comme pour avoir une tablette, là. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un petit programme cheap à 20$ qui s'appelait Procreate. Puis j'ai fait, on va l'essayer, tu sais. Fait que je commence à dessiner là-dessus. Puis c'est absolument breathtaking, là. C'est à couper le souffle, là. C'est incroyable. Puis là, je me suis dit, je vais juste faire un test, voir. Puis j'ai fait une page très sketch, mais qui se ramasse dans l'album. Je pense que c'est la 3e page. Puis je l'ai envoyé à ma chum, à Axel, qui est aussi autrice de BD. Puis quand j'ai envoyé ça, elle a fait « cool, tu sais, c'est de l'aquarelle finalement que tu as faite. » Puis elle pensait que c'était une page traditionnelle. T'sais. OK.
Puis ça m'a dit comme ça m'a comme donné le go pour faire comme OK, si elle même peut être elle s'en permis. rend pas compte. Ouais, c'est ça. Ça, Parce, ça que la, veut dire que je peux y parce que aller. la texture a vraiment l'air d'avoir été faite sur un papier qui est une bible, l'encre ou le. Tu sais, je suis pas un spécialiste, là, mais c'est. Mais ça, c'est Jake, un autre truc, c'est que le iPad contient un appareil photo. Fait que ce que je faisais, c'est que je me faisais une texture à part, sur une toile à part, puis là, tu prends ça en photo, puis là, clac, tu l'importes dans ta page de BD, puis là, tu l'incrustes avec des modes de layer, etc. Mais ça marchait super bien, là. Fait que là, j'ai comme, OK, puis finalement, je l'ai fait au complet sur l'iPad, puis j'ai trippé ma vie, là. C'est un outil fabuleux. J'ai deux choses, Jake. Premièrement, tu as parlé de Axel. Je viens de finir de lire Passage secret qui était incroyable. Et ta forêt, à la fin, là, c'est un Oui. chef-d'œuvre. Elle est vraiment, vraiment belle. Là. C'est incroyable. Ah, thanks, c'est hot. Ben, Axel, c'est... Et c'est surtout que c'est Axel, c'est- une chose qui a mis à la bulle, parce que j'étais tellement débilé par ta forêt que j'avais pas remarqué moi aussi qu'il y avait un visage dedans. Là. C'est que c'est vraiment quelque chose. Puis pour Martin, là, tu peux y proposer ton Joyce of DP, là, s'il veut voir comment tu fais Ouais, ça. c'est sur ça, parce que là, iPad, moi, je cherche dans sur Chanson iPad. Noire, fait que je le trouverai pas. Là, parce que Ouais. Non, la forêt, tu ne trouveras pas dedans. j'avais pas là-dedans, je me trouvais bizarre aussi. Le monde, justement, qui sont intéressés de savoir comment tu le fais. Tu fais des vidéos, c'est quoi? C'est une fois par semaine? Sur Twitch? Ouais, tous les mardis sur Twitch, Jake Dion. C'est twitch.tv/Jake Dion. Puis je jase avec le monde, puis je passe peut-être entre 1 heure ou des fois 2 heures. Juste jaser, puis dessiner en même temps, puis expliquer un peu comment je fonctionne. Puis après ça, j'archive tout ça sur YouTube. OK. Fait que tous les épisodes antérieurs sont sur YouTube aussi. Puis c'est une manière de parler avec le monde. Là. Hey. Je trouve ça bien le fun de faire ça. En début de podcast, je t'ai dit à quel point sur 100 c'était ton couple sur lequel tu t'étais basé. Quand ta blonde l'a lu, elle a pensé quoi, elle? Elle t'a dit « Ah ouais? » Non, pas en tout. C'est que ma blonde, en fait, était là depuis le départ, puis elle m'a vu. Tu sais, ma blonde est autrice, puis elle est metteur en scène, Mhm. puis elle est dramaturge. Elle réalise des pièces de théâtre. Fait que même sur Alice, ça m'avait pas mal aidé là, avec certaines scènes que je savais pas comment traiter. Fait que c'était juste cute parce que Chanson Noire était là depuis le départ, puis je parlais de mes idées puis tout. Puis un moment donné, j'étais en train d'écrire, tu sais, pour comme la première fois de ma vie, écrire pour vrai. Tu sais. Puis là, j'ai dit, hey, c'est fucké parce que ce que j'avais dans mon plan versus ce que j'étais en train d'écrire, c'est complètement différent. Tu sais. Puis à ce moment-là, elle m'a regardé, là, tu sais, comme Bienvenue. une mère qui est fière de son petit pitou. Là, tu sais. Puis elle m'a juste tapé l'épaule puis elle a fait « Bravo, Jake, c'est ça, écrire. » tu sais. Fait que non seulement elle n'était pas surprise, mais elle m'a beaucoup aidé dans... C'est ça, comment traiter. Elle a lu beaucoup de versions aussi. Il y a des trucs qu'elle m'a demandé de couper. Mais non, il n'y a aucun tabou. Genre, ah non, faut pas que ma blonde sache ça. Non, mais tu sais, des fois, peut-être dans l'inconscient, t'écris, puis à un moment donné, tu mets une phrase ou tu mets quelque chose, puis c'est peut-être déjà un argument que t'as eu avec, ou c'est peut-être de quoi. Tu sais, veux pas, t'écris. Des fois, ça dépasse un peu, tu sais, ça y va comme ça y va. Puis là, ouais, tu penses ça pour vrai? Ou cette phrase-là, c'est-tu... Je t'ai-tu déjà crié Ouais, le même mais- après? Ouais, tu sais, là, t'es-tu en train de me dire qu'on n'ira jamais vivre en campagne? Ou Ouais. l'arbre, il te dérange-tu à ce point-là? T'as-tu vraiment rêvé? Que le voisin fucké, il arrivait par en arrière. Donc, tu l'aimes donc bien pas, mon frère Éloi? C'est quoi que c'est? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ma blonde et moi, on communique très bien. J'ai pas assez dû passer des messages à travers la BD. Ça aurait été un peu coûteux, je trouve, comme exercice. Je Je t'aurais proposé... Je vais t'expliquer pourquoi les voisins, là, ils me trouvent bizarre. Ben oui, ils ont vu mon pénis à travers la Ouais, c'est ça. Tu te fais du café tout nu le matin. Ben oui, Madame Yvonne, Ben c'est ta oui. mère, puis elle me tombe sur les nerfs, j'étais carré de la voir. Hey Jake, c'est quoi la suite maintenant? Écoute, c'est quand même une grosse étape, tu sais, on va se le dire. Alice, là, écoute, on a été convaincus dès qu'on l'a lu, dès qu'on l'a vu, on a été charmés. Quand tu nous as dit que tu allais avoir ton propre projet, on s'est dit, on veut lire ça. Là, on l'a entre les mains. Mais là, le problème, c'est que nous, on en veut d'autres. Toi, t'en veux-tu d'autres? Ben oui, hey, moi, j'ai pogné de quoi, là, tu sais, puis avant que Chanson Noire sorte, tu sais, à cause d'Alice, moi, j'ai quand même
chanceux, j'ai beaucoup d'offres, tu sais. Mais c'est beaucoup de gens qui me demandent d'adapter soit leur roman ou soit, puis là, c'était le fun parce que j'avais la meilleure excuse. J'étais comme, non, j'aime mieux écrire moi-même à cette heure, tu sais. Parce que je suis vraiment tombé en amour avec ça. Puis en fait, tu sais, j'ai tout le temps écrit, c'est juste que la vie a fait en sorte que là, j'ai fait Amos d'Aragon, là, après ça m'a mené Turbo Kid, après ça m'a mené Jardin Mécanique, tu sais, mais c'est comme un concours de circonstances, mais bref, fallait que ça se fasse. Fait que la prochaine étape, ben là, je suis déjà en train d'écrire ma deuxième BD, ça s'appelait Les Joies de la dépression. Puis, c'est un résumé des 2 dernières années. Ah, ça va bien. Après mon couple, maintenant ma dépression. Exact. Ben, write what you know, hein. Fait que, voilà. Puis, ça, écoute, là, je peux pas annoncer une sortie encore parce que, honnêtement, on le sait pas. Puis, il y a une pénurie de papier depuis plus qu'un an. C'est assez compliqué, là, tu sais, trouver des dates, là. Puis, je sais qu'il y a beaucoup d'imprimeurs qui sont bookés, là, tu sais, tout le reste de l'année. Mais moi, je devrais la terminer quand même bientôt, là. Je suis bien avancé dedans. Okay. Fait que moi, je dis, d'après moi, c'est réaliste de penser soit d'ici la fin de l'année, soit l'année prochaine. Toujours avec Glénat? Non. Puis, je sais pas encore c'est qui l'éditeur. Fait que, ouais, on verra. On verra. Mais... puis après ça, ben j'ai déjà d'autres projets là, embarqués. Fait que c'est assez formidable. Là, puis moi, ben mon rêve, ça serait de réussir à trouver ma place aux States. Fait que moi, je me dis, peut-être c'est ça le prochain défi, c'est peut-être plus d'écrire une mini-série qu'un one-shot. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien gros faire là, dans le futur. Là. Dans des maisons d'édition, genre aux États-Unis, on parle-tu des majors, genre DC, Marvel, Image ou... Non, ben c'est sûr que ce serait pas DC Marvel parce que c'est pas des propriétés qui m'appartiennent. Puis oui, avec mon style, je sais pas à quel point eux ils seraient intéressés. Là. Mais c'est sûr que je pense à Image, c'est sûr j'y porte fort dans mon cœur. Fait que c'est sûr que ça serait le fun avec eux, mais Axel, elle vient de publier avec Top Shelf, fait qu'on sait jamais. On va cogner à plein de portes. Là. Ben, regarde, c'est dans le possible, puis pas à peu près, là, puis ça serait vraiment... Moi, en tout cas, ça serait vraiment cool. Quoique, regarde, c'est chez Glénat, puis j'ai adoré aussi, là, puis j'ai vraiment apprécié ma run. Puis j'aime ça aussi, tout avoir d'un coup, là, on va se le dire. Oui, les mini-séries, c'est le fun, là, mais des fois, c'est un peu long, là. Ouais, ben, ça serait plus pour mon trip à moi, tu sais, de faire un 6-7 numéros, là, tu sais, que ça fait un gros trade de 300 pages, ben, c'est que tu peux plus développer dans ce temps-là, puis tu peux foreshadower des trucs qui reviennent vraiment plus tard, tu sais, tandis que dans Chanson Noire, quand je foreshadow quelque chose, ben, ça arrive 4 pages plus tard. Ça s'en vient. C'était-tu un choix de ta part ou un choix de l'éditeur? Parce que, en fait, c'est pas un reproche, mais tu sais, moi, j'en aurais pris plus, là, j'aurais pris genre 200 pages de ça, je m'étais comme attaché à cet univers et ces personnages-là, puis j'aurais creusé là-dedans. Toi, t'as-tu raconté l'histoire que tu voulais ou... Non, c'est ça. Ça a été mon premier gros deuil, là, c'est qu'au début, ils m'ont dit 80 pages. J'ai fait, OK, c'est bon. Puis là, j'ai écrit mon histoire, puis j'étais comme, 80 pages, c'est bon, tu sais. Mais là, t'as juste le script, tu sais. Puis là, après ça, tu commences à faire le découpage. Puis là, tu te rends compte que, 80 pages, ça passe vite. Puis surtout pour une histoire comme ça, tu sais, que je voulais qu'il se développe en mettons, 1 an, tu sais. Puis quand tu lis Chanson Noire, t'as plus l'impression que ça se passe en 2-3 semaines qu'en 1 an. Tu sais, même si t'as le passage des saisons, c'est comme... Il manque un rythme qui devrait être plus lent. Tu sais. Puis quand je les ai demandé si je pouvais avoir 80 pages de plus, ils m'ont expliqué que c'était impossible. Gentiment. Ils m'ont gentiment expliqué que c'était impossible à cause du prix de la BD. Puis c'est que eux, dans le fond, ils misaient sur moi, mais je suis pas non plus une méga star. Je suis pas une valeur sûre. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus facile pour nous de vendre une BD à 30$ qu'une BD à 50$. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, on s'entend, là, le nom de Sénécal, il est pas sur cet album-là. Fait qu'on n'est pas sûr qu'on va en vendre tant que ça. Ouais. Puis leurs gros volumes, tu sais, sont beaux, leurs gros volumes, mais effectivement, sans dire que c'est un investissement, tu sais, la bombe, là, c'est presque 60-65$, là.
C'est Ouais, exact, c'est ça. c'est un bon montant. Fait là, ça qu'avec le les dit. taxes puis tout, là, c'est ça. Tu sais. Ça le vaut amplement, mais Oui, oui, mais tu sais, je veux dire, la personne qui achète ça, tu sais, sans dire qu'elle sacrifie d'autres lectures, tu sais, c'est un engagement, là, tu sais. T'as acheté celle-là, puis t'as acheté celle-là pour cette semaine-là, là. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que Glenna, tu sais, eux, ils ont vraiment trippé à travailler avec moi, puis ça a super bien été côté deadline, communication, etc. Mais là, après ça, c'est que si les ventes sont bonnes, parce que d'après moi, c'est pas mal sûr que si je lui pitch un projet, il serait intéressé. Mais si les ventes sont bonnes, ben là, ça va être peut-être le temps que je dise, bon, ben on fait un 150 pages au lieu d'un 80, tu sais. Ils vont peut-être avoir plus confiance. Parce que, tu sais, t'as raison, Jean-Nic, moi, c'est le gros truc que je me fais dire à propos de la BD, c'est que ça passe trop vite, tu sais. Puis c'est une BD qui m'a pris 1 an à faire, mais qui se lit en une demi-heure, tu sais. Mais est-ce que c'est vraiment, tu sais, est-ce que l'histoire de ces deux personnages-là, pour toi, c'est terminé ou ce serait éventuellement possible pour toi de revisiter cet univers-là? Ben, c'est que ce que j'aimerais faire si Glenna est intéressée, ça serait de faire une trilogie, mais une trilogie thématique. Tu sais. Fait que ça serait pas la suite de l'histoire de Dan et Janine. Ça serait plus peut-être ailleurs, peut-être quelque part d'autre au Québec. Mais il y aurait tout le temps une espèce de vibe un peu horreur cosmique. Ah, puis ramène toujours Éloi, genre. Tu sais, genre, le gars, il est partout. Tu sais, genre, tu sais plus si c'est une vraie personne ou si c'est juste quelqu'un qui... Puis il faut qu'il perde un membre de sa famille par BD. Ah oui, ça serait bon, ça. On te donne des idées, là. Non, mais c'est sûr qu'il y aurait comme un lien thématique. Tu sais, c'est un peu comme... tu sais, moi, je pense, mettons, à Edgar Wright avec sa trilogie, Des Cornetto-trilogie. Tu sais. Oui. C'est pas vraiment dans le même univers, c'est pas vraiment les mêmes personnages, mais tu sais, il y a un fil conducteur à travers les 3 films que tu catches. Là. Un peu comme Patrick puis ses romans. Tu sais, je veux dire, il y a toujours un moment dans un des romans de Patrick où tu retrouves un personnage ou quelque chose ou une ville ou une situation. Ouais, des fois, c'est dans un journal que le personnage est en train de lire puis c'est un événement qui s'est passé dans un de ses romans. Puis tu sais, tu sens qu'il y a un genre de MCU de Pat Sénécal, là, un peu tordu, là, mais il y en a un. Tu sais, il y a un univers. Là. Ouais. Ben, tu sais, moi, je pensais tout de suite, si je ferais une suite, puis là, il n'y a rien d'écrit, là, je pense à voix haute, là, mais si je ferais une suite, ça serait probablement comme, mettons, 15 ans plus tard, fait qu'au début des années 90, fin des années 80, tu sais. Puis, ben, il y aurait sûrement un cartoon à la télé qui est le personnage de personne, tu sais. Qui est le personnage bon, super ce petit de la BD, qui est le premier personnage que j'ai créé de ma vie. J'avais 6 ans. Je l'avais appelé personne. C'était drôle parce que quand je parlais à mon grand-père une couple de mois, puis il était comme « Ah ben là, t'as une nouvelle BD que t'écris, là. Ça va-tu être les aventures de personne, tu sais? Personne va-tu être là? » Puis comme « Ah ouais, il va être là. » Incroyable. Ouais. Vraiment hâte de voir la suite. Puis honnêtement, félicitations. C'est vraiment une belle pièce. Là. On l'a entre les mains présentement. Là, tu nous vois pas. Puis on la feuille en même temps que tu nous parles. Puis on voit les images. Puis grand fan de le produit que Glenna a fait, il est vraiment beau. La qualité du volume est là. Il y a de quoi être fier. Là. Ouais, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est une belle BD. Puis j'ai assez hâte de te voir d'une convention pour te demander de dessiner Batman dedans. Ah ben oui, ça va me faire plaisir. Il va saigner les yeux. Tu sais, le cauchemar de tout auteur qui sort sa propre BD. Hey, j'ai vraiment aimé votre travail, mais je vais prendre Batman, s'il vous plaît. Ah non, mais le pire, c'est que moi, j'adore ça, faire ça. J'aime tout le temps ça. Il y a du monde, peut-être pas dans la liste, mais mettons dans Turbo Kid ou whatever, qui me demandait de dessiner Rocket Raccoon ou des affaires de même. Moi, j'ai tout le temps du fun à faire ça. Puis, mais moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. Oh! Hein, mon Dieu, on est les interviewés. Ouais, c'est que, dans le fond, comment que j'ai écrit, c'est que moi, je le sais exactement ce qui se passe. C'est très clair dans ma tête. Mais j'aime ça des films qui laissent une ambiguïté ou une fin ouverte. La fin à la Inception du livre, là? Comment? Moi, j'ai eu l'impression que ton livre, à ta BD, avait une fin à la Inception avec la toupie qui tourne, mais là, c'était des yeux verts qui n'étaient pas de la même couleur, là. Exact. Fait que, tu sais, pour moi, c'est clair. Sauf que ce qui me tape ses nerfs, c'est quand, mettons, un créateur va faire de quoi de fucké pour être fucké, puis que même lui, il sait pas trop ce que ça veut dire, là, t'sais. Fait que j'ai voulu laisser des indices tout le long de la BD sur qu'est-ce qui se passe pour vrai.
Puis je veux pas nécessairement vous le dire, ben, je peux vous le dire aussi si ça vous intéresse, mais ce que j'ai envie de savoir, ma question pour vous autres, c'est d'après vous trois, c'est quoi qui se passe à la fin? Hey, le problème avec une question comme celle-là, là, c'est qu'on va passer pour des épais si on l'a pas pogné. Je sais pas. Non. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont vécu comme une vie parallèle, à peu près, qui était dans l'art. Puis je sais pas pourquoi, mais le bout que j'ai pas compris, c'est pourquoi quelqu'un fallait qu'il sacrifie quelqu'un dans ce rituel-là. Ça m'a échappé un petit peu. Mais puis même, ça, c'est les bouts qui me faisaient penser à la matrice, qu'il y a des gens des cordons ombilicaux de l'arbre qui sont branchés dans le monde. Ça leur permettait de vivre leur vie parallèle qui sont là. Et c'est pour ça que quand ils ont réussi à sortir, puis c'est la fille qui l'a réveillé, ça m'a donné l'effet d'inception. Il y avait un rêve dans un rêve, puis je suis pas sûr qu'ils ont réussi à s'en sortir. Moi, tu vois, je l'ai vu peut-être plus de façon philosophique, comme... Puis c'est peut-être moi qui, tu sais, avec mon couple, à la quarantaine s'en vient pour nous autres. Moi, je l'ai vraiment vu comme... Puis c'est vraiment niaiseux, là. Un éveil au couple. Comme un couple qui... Comme un cocon puis un papillon, là. Tu sais, ils sont déménagés dans cette maison-là. Ça les a profondément transformés et à la fin, ils sont juste plus les mêmes personnes. Pour moi, dans ma tête, c'est plus une... c'est un couple qui se cherche, qui avait des petits problèmes à régler, qui vont dans cette maison-là et tout ce qui est autour, toute la métaphysique autour, les rêves, les rencontres, transforme ce couple-là pour qu'ils soient encore plus unis à la fin, tellement qu'ils en ont les yeux. Il y en a les yeux qui changent. Dans là, la vie là. parallèle que le père vit, Exact. il y a un enfant, puis c'est lui qui veut pas d'enfant. Ça fait C'est ça. qu'il vit la vie avec la chose qu'il ne voulait Exact. pas lui. Moi, dans ma tête, là, c'est véritablement comment un couple peut décider de s'engager une nouvelle fois. Tu sais? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que moi, quand je l'ai lu, Oui, c'est je là que comprends. j'étais. Tu sais, moi, je suis à l'aube de la quarantaine. Là. J'ai 37, ma blonde a 35, on s'en vient vers là. On a eu du fun jeune, tu sais, la chanson noire, le party, les orgies, le plaisir, la liberté d'être jeune, la peur de l'engagement. Puis l'engagement, ça fait tellement peur que le gars, tu sais, il en vient à s'en prendre aux arbres, à s'en prendre à son chien, à s'en prendre à son entourage. Et c'est comme, moi, dans ma tête, ça a été c'est comme le couple se transforme, puis à la fin, là, regarde, ils quittent cet endroit-là parce que cet endroit-là n'a plus rien à leur donner. Puis le gars, il a changé, ses yeux ont changé de couleur parce qu'ils sont prêts à s'engager vers quelque chose de nouveau. Tu sais, moi, c'était dans ce bain-là que j'étais quand je l'ai lu. Fait que c'est peut-être pas ça, mais c'est ce que ça m'a donné. Ben oui, exact. C'est Exact. vraiment C'est pour drôle ça parce que... Juste avant, Jean-Dick, c'est pour ça que je trouve ça important, c'est que, tu sais, ta réponse est bonne. Elle est bonne pour toi, tu sais. Puis c'est pour ça que je voulais le laisser ouvert puis ambigu, parce que je trouve ça tellement plus intéressant que toi, tu me dises cette version-là, puis je la trouve super belle, là, ta lecture, là. OK, ben Jean-Dick, vas-y. Ouais, ben, moi, j'étais convaincu, j'ai dit, tu sais, il l'a laissé ouvert. La fin, il y a comme un univers de possibles. On voit des bouts d'histoire, justement. Un de mes passages préférés, justement, avec le chien qui revient, les petits garçons qui jouent au baseball. Mais moi, je l'ai vu comme, tu sais, retourner à ses racines. Tu sais, je l'ai pris littéralement, puis il y a comme le personnage c'est Jeanne, je pense qu'elle s'appelle, sa conjointe, tu sais, qui est... Janine. Qui est, tu sais, qui a des origines autochtones. Ça revient, tu sais, à travers le côté, tu sais, mal accepté, qu'elle revient dans la maison familiale, tu sais, qui sont en train de se chercher, que lui, il est, tu sais, pas sûr de ce qu'il va faire non plus. Puis le couple, il communique beaucoup par... Tu sais, ils chicanent, mais en même temps, ils vont soit prendre un coup ensemble, soit ils vont baiser. Tu sais, ils se retrouvent comme dans des moments où ils perdent le contrôle un peu, puis ils se redécouvrent à travers de où ils viennent. Puis ça les amène tranquillement, justement, tu sais, l'importance du chien quand il part, le parallèle avec où il y aurait eu un kid, puis comment... Finalement, ils font un projet ensemble. Tu sais, elle voulait toujours travailler sur ce bouquin-là, sur ses origines, puis ils finissent par le faire ensemble. Moi, j'étais comme, c'est magnifique, c'est super heureux, la fin, au-delà du, les yeux, puis il est peut-être contrôlé, puis tout. Moi, j'étais comme, ils se sont trouvés, puis ils sont devenus fusionnels à travers, tu sais, leur création. Bon, est-ce qu'on s'est tous les trois trompés? Ben, les trois, vous avez raison, mais... On a tous des bouts vous avez votre propre raison. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, j'ai quasiment envie de pas le dire, parce que je trouve ça tellement plus le fun. Ouais, j'ai envie que tu le dises pas. Pour pas avoir l'air d'un cave, j'aimerais ça que tu le dises pas. Non, mais c'est ça, c'est que ma version à moi est pas nécessairement meilleure. C'est ça qui est hot. Puis, tu sais, des fois, ça peut même décevoir quand tu fais que... Mais est-ce que ça te surprend, ce qu'on t'a raconté, ou est-ce que c'est-tu quelque chose que t'as entendu de d'autres? C'est-tu...
Non, 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 en fait, vous êtes les premiers à me le dire comme ça. Il y a d'autres personnes qui disaient des choses un peu similaires à Jean-Nic puis Martin, puis il y a d'autres personnes un peu plus similaires à Alan. Il y a d'autres mondes qui m'ont dit aussi, clairement, à la fin, ça veut dire que lui a ramené cette noirceur-là. Comme à la fin d'Annihilation, que tu vois ses yeux, puis il est fucké, fait que là, lui, il est rendu possédé, fait que tu penses que ça finit bien, mais ça finit mal, puis là, c'est très comme fin, là. Mais je trouve ça juste passionnant, parce que... Ben, c'est le rêve, hein, puis c'est le fait que tu n'adresses jamais ce qu'on voit dans les rêves ou dans les tourments ou autres, tu l'adresses jamais comme si ça s'était réellement passé. Fait que c'est là que moi, je l'ai comme pris en métaphore, tu sais. C'est là où moi, je l'ai décidé de le prendre en métaphore, parce que je me disais, jamais les deux personnages adressent directement ce qui s'est passé. Puis effectivement, puis là, ils ont eu la possibilité de vivre une possibilité de vie infinie, puis peut-être qu'ils ont juste trouvé une qui fitait dans l'art, puis ils n'ont jamais sorti de là. Moi, c'est là que je le vois, ils ont vécu un monde parallèle infini, puis je suis vraiment pas sûr qu'ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont juste trouvé une zone de confort. Mm-hmm. Wow. Mais il y a beaucoup d'indices, c'est ça, à travers la BD, qui pointent vers ma fin à moi, mettons. Puis ça aussi, c'est un peu voulu. Quand j'ai su que j'avais pas le nombre de pages que je voulais, j'ai fait comme, je vais réécrire une version aussi qui a plein de petits indices comme ça. Quand tu la relis, tu fais que, j'avais même pas catché ça. OK, ça, c'est ça. T'sais. Il y a des affaires, malheureusement, que je pense que c'est beaucoup trop subtil. Parce que j'ai pas eu assez de temps de développer, mais c'est là. T'sais. Fait que, mettons, le gros splash page, là, double spread, là, où c'est que c'est un trip psychédélique, là, pas mal toute l'histoire est racontée à travers ces deux pages-là. Ces deux pages-là, là, c'est une map de qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis, si tu checkes comme il faut, là, il y a des éléments subtil là, un peu partout, puis il y a même une trajectoire qui est dessinée qui te fait comprendre genre par où les personnages passent, puis où c'est qu'ils finissent. T'sais. Voyons, je me sens bien cave. Martin, il saigne du nez en checkant les oui, pages. si bas, je me sens tombé idiot. Là, j'ai l'impression d'être à mon cours de cégep de littérature, puis d'avoir pensé compris, puis finalement, je l'ai pas compris. Mais tu sais, les deux vont ensemble, là, parce que moi, je suis un grand disciple de Umberto Eco, puis lui, sa théorie sur la création, c'est un coup que le créateur envoie quelque chose, là, que ce soit un film, une bande dessinée, un bouquin, t'as une discussion avec en tant que personne qui la reçoit. Puis cette discussion-là, tu sais, elle appartient à l'œuvre puis à la personne qui la lit. Puis le créateur a plus de lien là-dedans. Là. Toi, c'est comme si t'avais fait un enfant, puis tu sais, l'enfant, il a sa propre vie par après, puis il est propre à chaque relation qu'il va entretenir avec chaque personne. Fait que même si t'as ta version qui serait la vraie, ben c'est pas meilleur que la version de Martin ou la version de n'importe qui d'autre, tu sais. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette philosophie-là, puis je pense que aussitôt que tu le lis, si ça te parle à toi d'une certaine manière, ben personne ne peut t'enlever ça. Mais il y a une affaire que ça, là, j'en reviens pas, parce que là, ça fait plus qu'un mois là, que la BD est sortie, puis il y a un gros truc que j'étais comme, ça, tout le monde va me parler de ça, puis je vais être obligé de spoiler, là. Et personne ne me l'a dit encore, puis c'est immense, là. C'est là tout le long de la BD. Puis pour moi, c'est tellement gros, tellement évident, mais je pense que justement à cause de ça, les gens le voient pas. Wow. Mais il y a un gros truc là, tout le long de la BD qui est là, qui fait aucun sens. Honnêtement, tu vois pas Martin qui tourne les pages sans arrêt pour essayer de le trouver. À la recherche. Arrête, là! C'est parce que j'ai ça, là! J'ai comme l'impression de... C'est parce que j'ai un traumatisme avec Stepan Seljic, là. Fait que depuis ce temps-là, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, là. Fait que là, moi, on dit que j'ai ça. Je pense que je suis trop cave de lire la BD. Je pense que je suis rendu là. C'est comme Batman Dame que t'avais pas compris, ça? Batman Dame que j'ai pas compris, puis la fois que j'ai dit à Stepan Seljic que j'aimais son œuvre, il m'avait dit que j'avais rien compris. On a un point commun, on est les deux seules personnes qui aimaient ça, Batman Dame. Moi, je pense en Amérique du Nord. Visiblement, j'ai rien compris, je sais pas, là, mais en tout cas, je vais le relire Il a réussi à me le faire relire une troisième fois, ça c'est sûr et certain, puis peut-être même une quatrième fois jusqu'à ce que je comprenne. Je me sens comme Lisa Simpson qui était pas capable de faire le puzzle, puis que tout le monde l'avait eu, là. Puis là, je me dis, ouais, c'est ça. Des fois... surtout dans des œuvres artistiques, mettons la musique ou la BD, le cinéma, whatever. Tu sais, des fois, c'est peut-être plus important ressentir que comprendre. Non, c'est bien dit, je me sens quasiment mieux.
Ben oui, ben c'est ça, tu sais, moi, mettons, là, j'écoute du jazz, là, puis j'écoute du métal. Mais tu sais, je comprends pas tout la structure qu'il y a derrière, puis mais je peux le ressentir, d'abord, tu sais. Fait que ça m'empêche pas de l'apprécier. Puis si quelqu'un dit « Ah, ben là, t'es cave, tu comprends pas la nuance de dièse qu'il a faite entre ces deux notes-là. » C'est comme Ouais. Mais là, good for you, mais... Mais là, je suis convaincu que tout le monde écoute puis tout le monde veut quand même savoir ta version. En tout cas, moi, je veux le savoir. J'en ai qui veulent pas, mais moi, je veux. On dirait que ça va briser quelque chose. Ça brisera rien. Ben oui. Je veux le savoir. Je veux m'éviter de me casser la tête sur les murs. Martin veut dormir. Je veux dormir à soir. Ben écoute, tu le reliras, Martin. Les clés sont là. Dis le gars qui a à moitié rien compris. Je me sens comme dans Escaparium. Tu sais, genre, tu sortiras pas d'ici tant que t'auras pas compris. Mais tu sais, c'est que des fois, c'est ça. Moi j'aime bien ça. Tu sais, je pense, depuis tantôt, on parle d'histoire ambiguë et tout. Moi, je traite vraiment fort sur la finale de Killing Joke. C'est-tu bon, ça? Puis, tu sais, c'est Grant Morrison, un moment donné, qui était passé à Kevin Smith pour un podcast de genre 6 heures de temps. Ça n'a pas de bon sens. C'était en 2 parties de 3 heures. Puis, un moment donné, il dit « Ah, ce qui est drôle de Killing Joke, c'est que personne catch que c'est la mort du Joker. » Puis, voyons donc, c'est pas la mort du Joker. Je dis « Ben oui, tu sais. » Puis, c'est qu'en fait, la dernière page, tu vois que la lumière qui revole qui reflète dans l'eau s'éteint. Puis c'est ça sa joke. It's the killing joke. C'est ça le titre de la BD. Non, Chris, je l'avais pas compris non plus. Ah, sacrément! C'est une joke que, c'est la joke de trop que Batman, il fait que, OK, c'est fini. Clac. On arrête ça, là. On stoppe ça ici. Et puis c'est drôle que ça vienne de Grant Morrison, parce que je pense que je suis le seul fan de nous trois de Grant Morrison, parce que, tu sais, lui, là, c'est le roi de mettre des trucs cryptiques, puis d'avoir, genre, des clés puis des codes dans ce qu'il fait. Ouais. Puis moi, je capote ma vie, j'adore ça, parce que c'est comme, Ben, t'en viens jamais à bout, là. Puis une autre affaire concernant Grant Morrison, moi, une de mes BD préférées, c'est Arkham Asylum. Puis, les éditeurs ont empêché à Grant Morrison de décrire le script qu'il voulait, parce que pour Grant Morrison, cette BD-là, c'est le cauchemar de Batman. C'est dit à quoi lui il rêve quand il rêve, ben c'est ça son cauchemar. T'sais. Puis ça fait du sens quand tu le sais, parce que c'est super onirique, puis il y a surtout un passage quand il se promène dans l'asile, ben tu sais, il n'y a rien qui se tient, il n'y a rien qui se peut, c'est juste weird. Puis eux autres, ils ont dit non, il faut qu'on enlève ça parce que c'est poche une histoire qui termine en disant que ceci n'était qu'un rêve. Mais pourtant, moi, je pense qu'il y a des exceptions. Puis je pense que ça, Arkham Asylum, ça m'est une. T'sais, quand tu lis en pensant que c'est un cauchemar, je trouve que c'est encore plus puissant que si tu dis que tout ça est réellement arrivé. T'sais, on dirait que là, tout d'un coup, ça devient juste comme une aventure puis des péripéties. Tandis que si c'est un rêve, ben il y a quelque chose dans l'inconscient qui touche ça. Puis quand on parle de clés puis de codes, là, à travers Arkham Asylum, t'as Amadeus Arkham, le créateur d'Asile, qui vire fou, tu sais, puis il y a une séquence où il s'habille dans la robe de mariée de sa mère. Et ça, c'est comme raconté en parallèle. Puis parallèlement à ça, c'est Joker, à chaque fois qu'il s'adresse à Batman, il parle comme une housewife des années 50. Fait que, hey honey, welcome home, puis tu sais, puis à la fin, quand il donne une tape sur les fesses à un moment donné, Batman capote, t'sais. Puis quand il s'en va, Joker, il fait comme, bye honey, t'auras toujours ta place ici. Et après, quand t'as les bios des personnages qui sont comme des vignettes, t'as la page de Batman et t'as la page de Joker. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une coupure de la robe de mariée de Amadeus qui est collée là. Donc, les deux sont mariés ensemble. Ça, c'est le genre d'affaire que moi, je suis comme, hey man, j'ai lu ce BD-là 20 fois puis j'avais même pas catché ça. Là, mais ça, c'est le genre d'affaire qui rend complètement folle ma blonde. On écoutait Darren Aronofsky avec ses Black Swan ou encore The Wrestler, où la fin est aussi ambiguë puis tu le sais pas trop. Pis elle haït ça, là, elle se pointe tout le temps vers moi. C'est quoi la fin? Je dis, ben, c'est ce que tu veux, dans le fond, tu sais. Je veux dire, qu'est-ce que toi,
comment tu l'as senti, puis à quel moment, tu sais, dépendamment de où tu es dans ta vie, comment tu l'as reçu, tu sais. Ça déteste ça. Ça y prend une fin écrite, là, puis une conclusion. Je comprends parce que, tu sais, on n'écoute pas tous des films ou on consomme pas tout de l'art pour les mêmes raisons, tu sais. Mm-hmm. Il y en a pour qui ça, c'est comme, ben là, tu me demandes de travailler à ta place. Je peux comprendre ta frustration. Mais pour moi, mettons, un film que j'ai full aimé qui est Shutter Island de Scorsese, qui est basé sur une BD d'ailleurs. Et la finale de ce film-là me fait tellement chier. Puis t'as aucune place à l'interprétation, puis ça te dit non, lui il était là à cause de tout ça, puis ça c'est là à cause de tout ça, puis ça c'est un symbole qui voulait faire référence à ça, puis là je suis comme vous auriez pu juste enlever le dernier 10 minutes, là, puis me laisser en suspens de genre, mais là c'est un flic ou c'est un fou dans l'asile, tu sais, c'est, et où la, puis là t'essayes de réécouter le film en spottant des clés, tu sais, moi, contrairement mettons à ta blonde, j'aime ça travailler quand j'écoute, tu sais, ces trucs-là, mais c'est parce que j'aime ça raconter des histoires aussi. Fait que ça me nourrit là, de cette manière-là. C'est un peu comme comment ça s'appelle, le sixième sens. C'est tout ça, le film de Shyamalan. Tu sais, c'est cool quand tu l'écoutes la première fois, tu te fais pogner par le punch. C'est cool quand tu l'écoutes une deuxième fois parce que là, tu sais le punch puis tu regardes comment c'est monté. Ouais. Mais après ça, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de layer supplémentaire. C'est consommé, là. C'est terminé. Tu l'as vu, après ça, tu l'as vu comme il est pensé, mais il reste plus rien après. Moi, j'aime ça quand il y a comme, plusieurs layers différents. C'est pour ça que moi, je vais rester à la filmographie d'Arnold Schwarzenegger. Pour moi, c'est plus adapté. Comme ça, je comprends les films, puis je comprends la fin, puis je suis pas là-dedans. Ben là, tu dis ça, mais moi, attends un peu, là, moi te faire un fastball. Là. Oh non. Un curveball, je veux dire, là. Total Recall. Total Recall. Oh non, ce film-là donne mal à la tête, t'as raison. Oh non. Ça fait travailler en esti. Dans quoi je me suis embarqué? Hey, le pire, c'est... Réécoute celui-là de Colin Farrell, tu vas arrêter de te casser la tête. Ah non, ça c'est... Est-ce que c'était mauvais? Mais tu me fais penser à ça, là. Mon gars a eu 11 ans. Cette semaine. Puis là, j'ai dans la tête de lui faire écouter Total Recall parce que c'était un de mes films préférés quand j'étais kid. Tu sais, on en a déjà parlé ensemble. Là, nous autres, on écoutait des affaires qui avaient juste pas de bon sens, là, Robocop et autres. Là. Ouais. Puis j'ai hâte de voir comment il va le recevoir parce que ça m'a quand même pris. Tu sais, il a fallu que je vieillisse pour passer la barrière de c'est le fun, Arnold se bat, puis il y a du monde qui meurt. Puis il y a 3 totons. C'est ce que j'allais dire, ça m'a pris 10 ans de passer à travers les 10 totons. C'est ça, là, tu sais, je veux dire, passer pour comprendre tout ce que ça implique, Total Recall, il a quand même fallu que je vieillisse, tu sais. Ouais, moi je me rappelle quand je l'écoutais à 11 ans, là, le bout où c'est qui se parle dans la TV, je fais comme, ça, c'est le bout de l'eau, je comprends rien. C'est pas important. Ça, c'est le bout de l'eau, c'est le bout de pas important. On continue. On se bat contre des pépines. Fuck le reste, on veut juste pas qu'il manque d'air sur Mars puis que les yeux sortent de la tête. Le reste, on s'en calisse. Puis on recule la scène des 3 boules. Oui. Un grand fantasme. Hey, je profite du fait que tu es avec nous autres. Écoute, on est quand même le 4 mai. T'as toujours pas ta réponse? Non, j'ai pas ma réponse. Il ne donnera pas. Hein. Je vais l'appeler tantôt. Ben oui, on s'écrira. Tu m'écriras tantôt à la fin. Man, c'est tellement l'humiliation, la plus grande humiliation que je viens de vivre de ma vie. Mais en tout cas, t'as compris Batman Arkham Asylum? Ben, visiblement, non. Mais il te l'a expliqué, t'as au moins donné des réponses. Là, au moins, celui-là, je le comprends. Mais pour le reste, écoute, je vais retourner à l'école. J'ai pas besoin d'explications. Mais non, regarde, on va parler de choses que je comprends. C'est la journée Star Wars aujourd'hui. Donc, as-tu vu le trailer de Obi-Wan? J'en ai vu un. Je sais pas lequel, s'il y en a un dernièrement. J'ai vu, je pense, le 2e trailer. Ben, celui qui est sorti aujourd'hui. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui. Ouais, c'est... Je suis un peu traumatisé de la signification de la culture populaire, là. Ah, ouais? Fait que... ouais, c'est que... Explique, je t'écoute. Avec sa guerre anti-Marvel et compagnie, là. Ben, c'est que... Comment je pourrais dire? C'est que je trouve ça malsain quand une compagnie a le monopole sur quelque chose. Mm-hmm. En général, que peu importe de quoi on parle. Mm-hmm. Et là, c'est ça. C'est que je remarque qu'il y a un monopole sur la culture populaire par Disney et qu'il y a des codes qui se répètent à travers ça. Puis malheureusement, au lieu de me laisser aller, on dirait que je vois trop comment que la saucisse est faite.
Je vois trop les beats qui veulent puncher. Je vois trop les target demographics. Puis il y a quelque chose qui m'empêche malheureusement de me laisser aller puis de m'emporter là-dedans. Puis encore une fois, ça serait pas si pire si on avait une variété de saucisses, mais j'ai l'impression que c'est la même saucisse. Tu sais, je veux dire, il est où notre Indiana Jones moderne? Il est où notre Robocop? Il est où notre Back to the Future? Il est où notre... C'est qu'ils ont été rachetés. C'est ça, c'est que malheureusement, ça existe. Malheureusement, tout ça est là. C'est juste que c'est pas du gros mainstream qui joue au cinéma, parce que ça, c'est tout produit par Disney. On s'entend, là, il y a Sony, puis j'allais dire il y a Fox, mais non, Fox. Mais non, c'est Disney. Fox, c'est Disney. Fait que, tu sais, mais ces créations-là existent, puis ils sont là. C'est juste qu'ils sont pas... ils sont plus autant diffusés qu'ils l'étaient dans les années 80 ou 90. Là. Puis en même temps, avec les plateformes de streaming, tu sais, ça crée quelque chose de... Il y a plus de contenu que jamais, fait que ça crée une espèce de... Pour moi, là, une espèce de je suis comme un peu en overdose. Mais ceci étant dit, ça veut pas dire que c'est pas bon, ce que Disney fait. Puis tu sais, moi, je pense que ce qu'ils ont réussi à faire avec le MCU, c'est absolument incroyable. C'est juste que là, je suis plus là. Est-ce qu'on a atteint la limite? On a-tu atteint la limite de cette grosse bebite-là? Tu sais, je parlais des critiques de Doctor Strange en début de podcast, puis ça fait au moins 10 fois que j'annonce l'essoufflement de tout ça, puis ça arrive pas encore. Puis, tu sais, on parlait de comprendre des œuvres, là. Je ne comprends toujours pas comment des gens qui, en 2008, avaient 4 ou 5 ans, ont suivi le beat pour écouter le nouveau Doctor Strange. Mais même, je pense que c'est un endoctrinement, parce que moi, tout le monde que je connais autour de moi n'aime pas la série Moon Knight qui joue présentement, mais va sur Internet, c'est un chef-d'œuvre, puis tout le monde tripe au fond. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le MCU, puis tout ça. Puis le monde s'essouffle pas, puis même si c'est pas super bon, le monde trouve un intérêt quand même, parce que c'est écrit MCU, c'est comme un mouvement de vague, puis la vague, elle continue à l'infini. Là. Elle arrête jamais. Oui. Puis elle va arrêter un jour, mais pas avant un bout. Puis ce qu'il faut pas oublier, tu l'as mentionné rapidement, Martin, mais tu sais, c'est qu'il y a une gang de kids qui avaient 3 ans, là, ou mettons 10 ans quand le premier Avengers est sorti. Là. Ben oui. Fait que ces kids-là, quand ils vont avoir 40 ans, ils vont en vouloir, là, l'histoire d'Avengers. Puis moi, je l'ai prédit, puis il y a du monde qui pense que c'est triste, c'est pas nécessairement triste, mais je suis sûr à 99% que ça va exister d'ici, peut-être dans 10 ans, mettons. Mais on va avoir droit à un crossover Star Wars Marvel. Ouais, ça va être... Parce qu'à un moment donné, tu peux plus topper le méga blockbuster. Puis cette corporation-là se fie uniquement à ce qui a été fait dans le passé, qui a ramassé de l'argent. Puis, si on regarde du côté des comic books, ça s'est déjà fait. Hein? Tu as eu le Marvel versus DC, mais tu as eu genre les X-Men contre Star Trek. Puis... Ben, Green Lantern et Star Trek. C'est ça. Là, moi, je le prédis, là, il va y avoir une brèche interdimensionnelle. C'est parce là, que ça va être, j'ai l'impression que leur plus grosse érection, ça a été sur cette fameuse scène de Avengers Endgame qu'ils tentent de recréer depuis ce moment-là. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu as réuni tous tes films, tout ton monde, que tu as fait cette scène-là, que là, tu commences à ressortir des acteurs que nous, on a connus quand nous, on était plus jeunes. En passant, là, le reveal de Tobey Maguire et Andrew Garfield, dans 10 ans, ça ne dira plus rien à personne. C'est l'effet du... Tantôt, le Charlie parlait de Shyamalan. Ouais. Que quand j'avais été voir Glass, puis qu'à la fin, Bruce Willis apparaissait... On était 70 dans la salle. J'étais le plus vieux là, avec mon pas loin de 40 ans à l'époque. Quand Bruce Willis s'est pointé là, moi, j'ai trippé parce que j'ai vu la référence à Unbreakable. Mais tous les flots de 18 ans qui étaient en arrière de moi, ils étaient tous trop jeunes pour avoir vu Unbreakable. Personne n'a compris de référent. Mais on est rendu là un peu. Je suis chanceux d'avoir vu. Je pensais pas vivre ça dans ma vie, là, mais d'avoir vu Endgame au cinéma, puis genre du monde qui crie, là, puis qui applaudissent. Là. Ça, c'est un feeling là, assez extraordinaire, surtout quand tu as été là dès le départ, puis tu as eu tout le gros build-up, puis
Mais après ça, est-ce que c'est un bon film, ça? Est-ce que ça va bien traverser le temps? Comme Mais tu dis, j'ai tu sais, l'impression que c'est la fin. Tobey Maguire dans 10 ans. Mais tu sais, je veux dire, c'est la fin. Je veux dire, après Endgame, ils ont plus la même vitesse de croisière. Tu sais, je veux dire, une fois que tu as vu ça, que tu l'as vécu, ce que je pensais jamais voir dans ma vie, c'est-à-dire autant de super-héros dans un même écran, là, tu sais, je veux dire, même Avengers en 2012, on les trouvait, tu sais, hey, ils en ont réuni 6, tu sais, wow. Mais là, c'est des dizaines, des dizaines et des dizaines. Tu peux plus topper ça. C'est la porte ouverte du multivers. C'est la porte ouverte au fanservice infini. Tu peux faire toutes les références parce que même dans Doctor Strange, il va en avoir plusieurs là, du fanservice. Ouais, mais ils servent à rien dans l'histoire. C'est ça qui est un peu Mais poche. tu sais, ça, moi, ça fait partie de ce que j'appelle du James Gunn Universe qui existe depuis Guardians of the Galaxy où ce que les scénarios sont été dilués pour de l'humour puis pour du fanservice. Puis présentement, la moitié des films de Marvel, si tu prends 80%, c'est des jokes et du fanservice. Il y a 20% qui est du contenu. Mais ce qui est intéressant en même temps, mettons, sociologiquement, là, c'est que ce que ça a fait, le MCU, puis même le DCU qui s'est mêlé à la patente, puis tout, c'est que ça l'a éduqué le grand public. Oui. Fait que là, il y a Ça a personne démocratisé qui le va super-héros. voir... Il y a personne qui a été voir le dernier de Batman, là, en disant genre, hey, comment ça que Harley Quinn n'était pas là? Tu sais, genre, tout le monde catch que c'est pas dans le même univers, tu sais. Puis tout le monde catch que dans l'MCU, c'est le même univers que Spider-Man, mais que Superman, il n'y a pas rapport là-dedans, tu sais. Puis ça, tu sais, il y a 10-12 ans, ça n'aurait pas pu être possible. Mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que en hors des ondes tout à l'heure, je racontais au gars, parce que j'ai fait des conférences au printemps, l'automne passé. Automne passé, j'ai fait des conférences dans une école secondaire sur les comic books, sur l'histoire donc de Shuster, Siegel, Bob Kane, Stan Lee, puis je suis vraiment parti de Superman jusqu'à Frank Miller, puis je faisais la petite historique des comic books, et ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point, oui, ça a démocratisé le fait qu'il y a plusieurs univers qui existent, mais aussi, pour les jeunes, là, en dehors du MCU, point de salut. Là. Ils ont de la difficulté à concevoir que Thor, ça peut aussi être ce que Jason Aaron a écrit et que ça peut vivre sur le même niveau que ce qui a été fait au cinéma, par exemple. Tu sais, des fois, là, ils font des raccourcis genre il n'y avait même pas telle affaire dans ce livre-là, comment ça, tout le monde sait que c'est ça. Mais non, ça peut être ce que l'auteur veut que ce soit. Ça vit tout en même temps, puis c'est pas grave. Là. Ben ça, c'est la grosse affaire qui divise aussi beaucoup de fans. Là. C'est que, un peu comme tu parlais de ta blonde, il y a des gens qui veulent la réponse à la fin du film, puis il y a des gens qui veulent la question plus que la réponse. La cohérence. Il y a beaucoup de monde qui court après la cohérence. C'est que dans les comics, c'est la même histoire. Là. C'est que, puis encore là, à un moment donné, quelqu'un avait demandé à Grant Morrison, quand t'écris Batman, Batman, pour toi, il a quel âge? Puis il avait juste répondu, well, he's not real. He's a paper people. So, si tu veux savoir il a quel âge, ben, il a genre 79 ans parce qu'il a été créé en 39. Je sais pas trop, là. Mais, c'est comme les gens qui disent à la fin de Man of Steel de Zack Snyder, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens que ça finisse avec Superman qui gueule en cassant les coups des autres. On est tellement loin de mon image de Superman. J'ai tellement pleuré dans le cinéma quand j'ai vu ça. J'ai fait non, il peut pas faire ça, c'est un rêve. Puis là, c'est ça. Puis là, il y a du monde qui était comme non, mais il n'y avait pas le choix, tu sais. Là, t'es comme non, mais il est pas vrai. Il n'existe pas pour vrai. C'est quelqu'un qui a écrit ça. Et Superman n'est pas. Et Superman n'est pas supposé être confronté à ce genre de choix-là. Il est supposé justement excéder, il est supposé dépasser le simple choix de l'humain régulier. C'est un héros. C'est un super héros. Il n'est pas supposé être obligé de faire la chose qu'on veut pas faire ou qu'on n'a pas le choix de faire. Tu sais. Ça m'a traumatisé. C'est surtout, c'est ça, de ramener ça au créateur. C'est lui le vrai responsable. C'est le writer. Fait que, aussitôt que... Puis tu sais, ça, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Puis même, encore là, même si je dis que j'ai un overdose de Disney, j'applaudis quand même Marvel d'essayer plein d'affaires. Qu'on ait aimé ou pas WandaVision, hey man, sont allés essayer de quoi de fucky. Ils sont... Bon, évidemment, ça a fini avec la même formule qu'on s'attend depuis le Skybeam. Ça, c'est ma plus grosse déception parce que cette série-là, moi, quand je l'ai vue, Jake, j'avais dit enfin, ils sont en train de nous proposer quelque chose d'autre. Ils sont en train de répondre à une autre demande.
Au final, non. Moi, je pense qu'à travers les essais-erreurs, ben, les producteurs vont checker qu'est-ce qui fonctionne pas. Là, clairement, puis c'est ça qui est triste, c'est qu'on pourrait tous chialer contre le dernier Star Wars, mais qu'est-ce qui a fait de l'argent, ce film-là? Ouais. Là, c'est un peu ça le problème aussi. Tant que le monde va payer pour aller voir ça puis que ça va être rentable, on va être pogné avec des décisions de marde. C'est le fun que le MCU soit gros comme il est présentement, mais le MCU, quand ils pensent, ils le font pour ma mère aussi, qui n'a jamais lu un comic book de sa vie, mais là, à cette heure, elle a vu les films, elle aime ça, puis elle va payer son ticket comme le fan qui collectionne les BD depuis 40 ans. T'sais. Exact. Puis c'est là où j'ai un problème avec le monopole, c'est que il se fait plein de types de films. Là. Autant dans l'américain indépendant, mais qu'il y a des gros blockbusters coréens, puis il y a des gros blockbusters japonais qui respectent pas la formule de Disney, puis que c'est des super bons films. Sauf que ces films-là, on les voit pas sur nos écrans, puis à moins de les rechercher sur les plateformes de streaming, ils sont pas proposés non plus. Fait que, mais ça existe. Tout est là. Le cinéma d'action coréen, présentement, il n'y a rien à envier au cinéma d'action des années 90 américain. Là. C'est rien que du gros fun, pas de CGI. T'sais, c'est comme tout ce que tu recherches là-dedans, il est là. Mais c'est pas un cinéma qui est beaucoup distribué. Fait que c'est ça. C'est plus dur à y avoir accès. Fait qu'à la place, on va se taper Vin Diesel avec Fast and Furious 3054. Non, l'ego de Vin Diesel est dans le 10. Mais en même temps, il y a des belles surprises. Je pense, je ne l'ai pas vu encore, mais ce que je me suis fait dire, là, c'est Everything Everywhere All at Once. Il faut que j'aille voir ça. Oui. La critique est dithyrambique, mais le film va faire 50 millions à peu près. Là. Puis apparemment que c'est malade. C'est genre, les critiques sont complètement folles. Puis moi, j'ai hâte de le voir comme ça n'a pas de bon sens. Mais il va faire 50 millions. Mais je trouve que dans notre culture actuelle, je trouve qu'on vieillit mal aussi. Tu sais, je veux dire, dans le sens où il y a beaucoup de nostalgie, puis ce n'est souvent que ça. Puis je me rappelle pas si dans les années 80-90, on réutilisait autant les acteurs de l'âge d'or du cinéma des années 40 et 50 comme on utilise les acteurs des années 90 aujourd'hui. Là. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes des projets comme The Expendables, là, tu te dis, mon Dieu, ils sont en marchette, là. C'est là qu'on est. Là. Ben ça, j'avoue que c'est un bon exemple, mais tu sais, quand il y a eu mettons en 2010, il y a eu encore un re-boom, parce qu'on était déjà dedans depuis un bout, mais il y a eu un re-boom des années 80 avec Stranger Things, tout. Puis je me rappelle, j'en jasais avec Sénécal, puis il était comme, moi, je suis plus capable, parce que là, notre culture, elle fait juste faire référence à une version des années 80 qui est même pas vraie en plus, puis là, il chialait ben gros là-dessus, puis tu sais, ça m'a fait poser la question, mais dans les années 80, puis là, quand tu commences à checker ça, là, non, attends un peu, là, dans les années 80, là, tout le monde capotait ces années 60. Et après ça, là, tu checkes un petit peu avant ça, tu sais, puis tu regardes le succès d'Indiana Jones, c'était basé sur les vieux pulp des années 40. Ouais, c'est vrai. C'était début 80, ça. Une minute, on est en 2022. Il y a quelqu'un qui tripe sur 2000, pour de vrai? Ça va s'en venir. Ça va venir. Ben, c'est ça la question. Puis, tu sais, c'est que dans le fond, là, on est-tu pogné d'un loop que quand on va faire référence aux années 2000, ben, ça va être le bout où on tripait ces années 80. Fait que ça va faire moi, je pense que le point de rupture sur la nostalgie comme ça, c'est vraiment l'avenue d'Internet. Ouais. Parce que il y a ça, c'est sûr, mais je pense aussi qu'on a tendance à se rappeler d'une époque avec les bons côtés puis pas les mauvais. Ben, c'est le avant et après Facebook. Là. Mais tu sais, mettons, on pense dans les années 80, on va checker les films qui ont bien vieilli, mais hey man, il y en avait de la crap aussi dans ce temps-là. Oh, Chris, oui. Fait que c'est pas vrai que c'était comme l'âge d'or du cinéma, c'était dans les années 70, t'sais. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de films qui ont bien traversé le temps qui viennent de cette époque-là, mais en 2020 et tout, il y en a des films incroyables, on parle pas du MCU, là, mais des films random, là, qui dans 30 ans, on va encore en parler. Moi, je suis convaincu de ça. On n'est pas loin, parce que là, Alan disait, dans les années 2000, moi, j'ai grandi, mettons, là, mon initiation à l'horreur, ça a été les Scream. Puis genre, quand j'étais, mettons, un jeune ado, c'est ça que je bouffais comme la deuxième vague du slasher, avec les houdonites, un ado qui tue, puis il est masqué, puis t'essaies de découvrir c'est qui. Mais tu sais, ça, c'était une deuxième vague. Ça ramenait les Psychos, mais aussi les Vendredi 13, les Halloween, tout ça.
Et là, en ce moment, tu sais, on a encore un Scream qui vient de sortir cette année, Halloween. qui réintroduit les personnages, tu sais. On est là-dedans, là, puis moi, je me rends compte, tu sais, le monde... À l'époque, moi, je trouvais ça... J'étais un peu tanné de ce genre de slasher-là, mais là, c'est comme en train de revenir tranquillement. Ça, tu sais, il y a une nostalgie pour ça. C'est des cycles. C'est des cycles parce que... Puis on vise toujours aussi le parent. Hein. Quand moi, j'ai eu mes enfants, là, puis que mes enfants ont atteint l'âge de 5-6 ans, là, il y a eu un gros revival des Ninja Turtles. Là. Puis c'était moi qu'on visait, là. C'était le gars des années 80 qui est né en 85, qui a grandi dans les années 90. Puis le message qu'on me passait, c'est « Hey, tu sais, là, tes petits bonhommes t'écoutaient que t'aimais, là, achète-en ton gars. Achète-en ton gars, fais-y revivre ta vie. » Ben ouais. C'était ça Ben qu'on ouais. fixait, là. C'est ça qu'on faisait. Ben, pis ça, encore là, c'est un vieux truc de producteur, parce que si tu vises quelque chose que les gens connaissent, tu sais, c'est pas pour rien que Hit, la dernière version de Hit, ça a été un aussi gros succès, c'est parce qu'il y a une génération qui a été traumatisée par ce film-là. Exact. Fait que quand ils voient l'affiche, ils sont comme « Oh, ça me faisait peur quand j'étais petit. » Fait que là, bouche à oreille commence, puis le film n'est même pas sorti, puis tout le monde est excité de le voir, tu sais, parce que ça appartient à la culture populaire, puis ça, c'est le plus beau coup de marketing que tu peux faire, c'est quand les gens s'en parlent entre eux. Mais gars, Jurassic World, j'y vais avec mes enfants au mois de juin, puis la seule raison pour... Puis je le sais que ça va être de la crap, là. Je veux dire, les 4 derniers étaient de la crap, là. Tu sais, je veux dire, Jurassic World, le premier, ils te le disent dans le film que ça va être de la merde. Tu sais, Claire, elle te regarde dans l'écran, puis elle te dit, les gens voulaient quelque chose de plus gros avec plus dedans, puis c'est ça qu'on lui donne. Elle te le dit, là. Elle te dit, ce qu'on est en train de faire, c'est de la marde. Puis toi, t'es dans le cinéma, t'as payé ton billet, tu manges ton popcorn, tu te le fais dire, tu dis, OK, c'est correct. Fait que je le sais tout d'avance, mais je vais y aller pareil, parce que en moi, il y a encore le petit gars en 1993 qui a vécu de quoi avec le premier Jurassic Park, puis là, c'est comme, je veux que mes enfants vivent la même chose, puis ça va être malade, puis... Fait qu'ils m'ont, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est que... Faut pas oublier qu'un achat, c'est un vote. Hein? Fait que c'est ce qui permet à ces machines-là de continuer à faire des films, parce que après ça, ton opinion, c'est pas important. C'est le billet que tu as acheté qui est important. Exact. Hey, on va te laisser aller, tabarouette. Il est déjà tard. On n'a même pas parlé de Frank Miller. On a du fun, là. Je m'excuse, mais j'essaie de maintenir les épisodes dans les alentours d'1h15, les amis. Je veux que les gens puissent... Et aussi, c'est une autre technique pour le réinviter une fois que j'aurai lu 8 fois sa BD, pour être... quand j'aurai la solution. On va te réinviter quand Martin va l'avoir compris. Mais là, attends, Saguenay, c'est combien de temps de Montréal en char? C'est 6 heures, 5h30, 6 heures. 5h30 à 2 piastres le litre, c'est à peu près 120 piastres. Ah oui. OK, fait que je devrais arriver vers 1h du matin. Achetez-moi un 6-pack, je vais sonner à la porte. Hey, t'es la bienvenue en passant. Descendons cet été, on a un beau coin, tabarouette. Viens-t'en, t'as une place pour coucher. En tout cas, on est 3, on peut t'accueillir, y a pas de problème. Viens faire un tour, ça va nous faire plaisir. Ben, j'aimerais beaucoup ça. Puis ça serait un beau road trip que je préfère avec ma blonde cet été en plus. Fait que pour vrai, je dis pas non. Ah, puis je te le dis, on connaît les coins, puis on va prendre soin de toi. Ouais, puis challenge-nous sur un sujet. À un moment donné, ça t'intéresse de parler d'une BD ou autre, là. Gêne-toi pas. Exact, on se fait un rendez-vous, c'est sûr. Ben oui, certain. Hey, cool. Fait que merci beaucoup. Bon succès. Hey, ben, merci à vous autres, les gars. Pour vrai, je trouve ça super cool de votre part. Je me sens choyé. Puis c'était le temps le fun de vous jaser. Puis merci de parler de ma BD puis de m'aider à travers mes aventures. Il n'y a pas de trouble. Puis on t'écoute tous les lundis quand t'es long, Mystérieux Étonnant avec Benoît et Ouais, Simon. sinon, on les écoute pas. Ouais, c'est ça. On écoute juste quand t'es là. C'est vrai que c'est moins bon quand je suis pas là. Hein. Et c'est plus sérieux, ça dérape moins, on dirait. Hey, c'est bon. Merci beaucoup, Jake. Salut, Jake. Cool. Salut. Bye. Merci, bye-bye. Jake Dion, qui était notre invité aujourd'hui, avec qui on a pu parler de sa bande dessinée, mais toujours des conversations intéressantes avec Jake. Honnêtement, là. C'est un homme plein d'anecdotes. Si vous le suivez depuis plusieurs années dans Mystérieux Étonnant, là, sa vie c'est juste des péripéties, des anecdotes sans arrêt. Ce gars-là est incroyable à suivre. Ah, il est vraiment smart. Puis se faire confirmer qu'on a un charopatriote qui tripe sur Grant Morrison autour de la table, ça fait du bien. Ça vient se sécuriser dans « Je suis pas fou de l'aimer ». Hey, on va vous faire grâce de nos poisons cette semaine parce qu'on va refaire un épisode quand même rapidement. Ça sera pas très long, là, votre attente, je vous À garantis. gauche, on a parlé tout à l'heure de Dr. Strange.
Exact, donc... Puis, en plus, là, ce mois-ci, il va y avoir Stranger Things, il va y avoir Obi-Wan. Hey, Obi-Wan, il va falloir vraiment se garder un temps, puis peut-être juste jaser un peu de la bande-annonce. On se prend un petit 5 minutes? On sait le 4 mai, si on n'en parlerait pas, ce serait un peu cave. Ça serait cave, hein? Honnêtement, j'ai tombé dans le panneau, là, ça fait plus tantôt qu'on chiale qui se fait de la merde, mais malgré ça, j'ai regardé la bande-annonce, puis écoute, j'ai des frissons. Moi, honnêtement, j'ai checké la bande-annonce, j'ai fait, OK, visuellement, ça a de l'air beau. Je fais comme, mais faut-tu vraiment aimer ça? Juste côté qu'Owen fait comme, ouais, tu vas l'entraîner comme t'as fait avec Anakin. Hey, wow, ouais. Puis là, j'ai vraiment l'impression qu'on a les deux pieds dedans. Là. J'espère qu'on nous titillera pas juste avec des on a vu l'ombre de Darth Vader. Oh, on a peut-être vu son Star Destroyer. Oh, on a peut-être. Non, là, je pense qu'on a les deux pieds dedans. Là. C'est la suite. Vous avez l'air excité. Je regarde ma blonde. Elle a de l'air être aussi, voire plus excitée de vous autres. Moi, ce que j'aime dans Star Wars, c'est une nouvelle affaire. Ce que j'ai aimé dans Mando, c'est justement qu'on aille ailleurs, puis qu'il y ait comme rien que des mini-clins d'œil. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Obi-Wan. C'est clairement, genre, le personnage que j'aime, puis l'arc que j'aime le plus, même si j'aime pas les prequels. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, mais je suis tout le temps plus intéressé quand ils vont avec quelque chose. Ils nous amènent ailleurs. Mais tu connais ma théorie de pourquoi ça m'excite à ce point-là? Puis ça vient du fait que George Lucas s'est obstiné à reculer beaucoup trop loin pour sa prélogie. Parce que moi, dans ma tête, là, quand je suis sorti d'épisode 3, là, je me suis dit, ça, c'est l'épisode... À la limite, peut-être l'épisode 2, ou ça aurait même pu être l'épisode 1. C'est parce qu'il nous manque les 18 ans de Darth Vader. Mais il nous manque le plus intéressant. Darth Vader? C'est le plus intéressant. Je veux dire, la trilogie, tout est à propos de Darth Vader, et je m'en calissais quand il avait 6 ans. C'était pas important de savoir ce qui s'est passé quand il y avait 6 ans. Je m'en tabarnak. C'est pas... Ça aurait pu l'être, mais moi, je pense que ce qu'ils ont raconté ne l'est pas vraiment. Mais... Ça m'intéresse pas. Honnêtement, chez Marvel, dans les BD, là, tout ce qui touche Darth Vader, que ce soit Greg Pak, Charles Soule, Jason Aaron, n'importe qui a embarqué là-dessus, tout le monde se fait un fun fou avec Vader, puis toute la possibilité qu'il peut apporter. Tu sais, le gars, c'est une machine de guerre qui peut tuer un platoon au grand complet, lui tout seul. Et Obi-Wan nous avait apporté cette attente-là lui-même dans l'épisode 4, quand il dit... Darth Vader est parti à la recherche de tous les Jedi, les a exécutés un à un, tu sais, la grande purge. Puis là, tu te dis, tu sais, oui, quand il mentionne la Clone Wars, tu te dis, OK, je veux savoir c'est quoi, mais je veux voir la purge aussi. Mais la purge, dernièrement, dans les dernières années avec Rebels, il avait apporté les Inquisiteurs, puis eux autres, c'était les spires de Darth Vader qui s'occupaient d'aller tuer justement les jeunes enfants. Eux autres, leur seule mission qu'ils avaient, c'est de trouver des jeunes enfants qui étaient force sensitive, puis ils les tuaient. Ben, la purge, ils l'ont pas réussi si bien que ça, parce que là, moi, je me fie à ce qu'on voit. Shaka est encore là, bébé Yoda. Bon, il y en a en crise des Jedi. Il en reste, là. Ils ont mal fait le job, là. Ça en prend pas beaucoup pour revirer l'Empire. T'en remarqueras que les 2-3 Jedi que t'as nommés, là, ont tous passé proche de torcher Darth Vader. Ça fait que c'est quand même pas n'importe qui. Non, mais quand même, c'est vrai qu'il y en a plus que ce que je pensais. Il y en a un qui l'a torché plus qu'une fois. Ouais, effectivement. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir. Puis c'est comme je te dis, l'erreur, c'est qu'ils sont partis trop loin pour la prélogie. Tu sais, je veux dire... moi, Obi-Wan, pour moi, c'est mon épisode 3, là. Le bébé, là. Le bébé Anakin. Puis surtout, le malaise de l'enfant de 5 ans qui est en train de cruiser la petite fille de 15 ans. Ah, ça n'a pas de bon sens. Puis tout le conseil Jedi, puis Qui-Gon, puis le Sénat, puis le... Tu sais, j'avais-tu besoin de savoir tout ça? Ça aurait pu très bien commencer avec la maladie de vendre des joies, il n'y avait pas un style méchant dans cette série-là. Mais mettons, pour ramener ça à Obi-Wan, vous avez-tu le feeling que c'est le genre de projet qui vont faire grossir en plusieurs saisons, ben que ça va être assez concis? Pour moi, ça devrait être une saison. Ça va être concis. Voyons, Ewan McGregor a dit qu'il est ouvert parce qu'il a vraiment aimé la technologie, parce que plutôt d'être sur un écran bleu, on sait que maintenant, c'est des écrans OLED, donc le décor est derrière lui. Il a vraiment, vraiment aimé ça. Puis il a aimé aussi l'écriture qu'il avait apportée parce qu'il paraît que le scénario a été réécrit parce qu'il était trop blanc, puis il manquait un petit peu d'espoir qu'il y ait le message de Star Wars. C'est que ça, moi, c'est le côté qui me fait peur, le côté réécriture. Mais si Ewan, qui a détesté la première trilogie, dit qu'il était à l'aise là-dedans puis qu'il veut continuer, c'est-tu bon signe? Mais tu sais, encore une fois, on a vu des acteurs, genre Keanu Reeves qui est rembarqué dans Matrix 4 pour... Parce que c'était mauvais. Mais tu sais, c'est 6 épisodes. Pour moi, c'est le film qui me manquait. Pour moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois vraiment comme... Si j'avais une trilogie parfaite à écrire de la prélogie, ça aurait été la fin d'Attack of the Clone. J'aurais commencé ça là. Épisode 3 aurait été mon épisode 2. Puis là, Obi-Wan, pour moi, c'est mon épisode 3. Avec Rogue One. Tu sais, tu marches ça ensemble, là. Ouais. Puis c'est mon épisode 3 pour moi. Je nous souhaite tous que ça soit cool, mais tu sais, je vais revenir à ce que je disais tantôt. Là, mettons, 10 ans, si je vous avais dit, est-ce que vous aimeriez mieux une série sur Boba Fett ou une série sur un autre Hunter qu'on connaît pas?
Il sera pas... Maintenant, je prendrais le Hunter qu'on connaît pas. Mais j'aurais manqué tellement de dents blanches. Mais J'en ai... tellement de dents blanches et de beaux bronzages. Ça a été le problème. Tu sais, le meilleur culpa des acteurs qui ont été semi-scrappés par Star Wars, c'est on va vous remettre dans les rôles, mais en tout cas, c'est. Surtout, j'essaie encore de comprendre pourquoi il n'a pas essayé de tuer Han Solo en sortant du pit. Puis pourquoi que le gars qui a passé sa vie à être un bounty hunter, tuer du monde pour gagner de l'argent, a voulu sauver du monde et devenir un crime syndicate, mais qui voulait pas d'argent, puis qui voulait pas de drogue. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a absolument rien à comprendre de cette série-là, outre les dents blanches et un beau gros bâton d'homme des sables. Ouais. Et nous rappeler que finalement, c'est Mando qu'on voulait. Ouais, c'est ça, qu'il y avait 2 épisodes de Mando. Ouais, il y a 2 épisodes de Mando là-dedans, bien importants. C'est juste ça. Donc, Obi-Wan, 27 mai, on va en parler. On va parler de Doctor Strange. Et à vous, messieurs, je vous libère. Hey, on va parler aussi de Top Gun. Non, tu vas parler de Top Gun dans un de tes poisons que je vais couper. Aïe, aïe! Vous voyez à quel point Martin est excité par Top Gun? Ça a-tu le mérite d'être clair, ça? Tu te partiras un podcast, là, Tu me donnes le goût d'aller le voir, Alan. Tu iras... Va chier, toi. Non. Il n'y aura pas de message homo-érotique de Top Gun ici. Oubliez Pourquoi ça. t'es homophobe? Non, mais j'aime pas ça. Je T'es trouve ça hétérophobe? mauvais. Oui. J'haïs juste ça. J'ai jamais compris le buzz autour de ce film-là. Je suis pas capable. Je sais que t'es pas ça, c'est pour ça que j'accueille tout le monde Ça, avec Top Gun. Je comprends pas. Pour moi, c'est un film d'une platitude. là. Même Jour de tonnerre, c'est un chef-d'œuvre. On va arrêter ça là, OK? La trame sonore, je suis pas un maniaque de Top Gun, mais la trame Ouais, mais là, la sonore nouvelle est faite par mauditement Hans Zimmer. bonne. Ça va être des bruits de jet. Ça brise un peu mon hype, mais pas grave. Hey, messieurs, à la prochaine. Bye, Salut. bye, bye.